Bonjour les sixièmes, aujourd'hui nous allons nous intéresser aux différentes formes d'occupation que les êtres humains peuvent avoir quand ils vivent quelque part. Alors traditionnellement, depuis la préhistoire, l'être humain c'est un chasseur-cueilleur. Donc il suivait les troupeaux, il suivait aussi un petit peu ce qu'il pouvait ramasser dans la nature. Ce qui fait que comme il n'avait pas assez de ressources en permanence autour de lui, il a commencé par avoir un mode de vie qu'on dira nomade, nomadisme. Le nomadisme, c'est donc se déplacer au fur et à mesure, ne pas avoir d'habitat fixe. Et bien, c'est ce que faisaient nos premiers hommes en s'installant dans différents camps, à l'entrée de différentes grottes, dans des zones où ils se savaient en sécurité et où ils pouvaient continuer finalement à récupérer la nourriture un temps avant d'aller au champ suivant. Ce système perdure encore, notamment si vous allez en Mongolie, une partie de la population continue à suivre les troupeaux et les espaces où les troupeaux peuvent se nourrir. Donc ce phénomène existe encore dans les zones où vous avez peu de ressources pour satisfaire vos besoins. À partir du moment où l'homme a inventé l'agriculture et l'élevage, c'est-à-dire les moments où il a pu commencer à satisfaire ses besoins sur du long terme, en n'ayant pas besoin de se déplacer, il a commencé à construire des habitats fixes. Que ce soit des cahutes qui sont devenues par la suite des fermes, les premiers hameaux, les premiers villages. Nous reviendrons sur cette notion de village quand nous ferons la préhistoire, en expliquant que ça permet de se réunir pour, échanger des choses, se spécialiser, se protéger, et finalement satisfaire plus de besoins. À mesure que les villages se développent, ils vont se protéger un peu plus, commencer à avoir des fortifications, devenir des bourgs. Ces bourgs vont continuer à grossir, devenir des petites villes, des villes, et ces villes vont parfois se jumeler les unes avec les autres, donner ce qu'on appellera une agglomération, qui va regrouper plusieurs villages ou plusieurs villes de taille relativement modeste pour faire quelque chose d'un peu plus conséquent. Cette agglomération, si c'est la ville la plus importante d'une vaste région, elle va pouvoir devenir ce qu'on appellera une métropole. La ville mère, c'est ce qu'on voudrait dire en grec. Donc c'est elle qui va avoir une influence beaucoup plus influente sur toute sa région. Par exemple, Grenoble, qui a une influence sur toute la zone de l'Isère. On pourra avoir Saint-Étienne sur la Loire, Clermont-Ferrand pour le Puy-de-Dôme. Et quand cette ville est vraiment plus importante, elle rayonne vraiment, on peut avoir une métropole plus influente comme Lyon, qui a une influence qui couvre l'ensemble de la région Rhône-Alpes. Ça paraît logique. Dans certains cas, cette ville dépasse les 8 à 10 millions d'habitants et on va appeler ça une mégapole. Alors, en France, des mégapoles, il n'y en a qu'une, c'est Paris. Il n'y en a pas d'autres. Mais dans le monde, on en compte quand même un certain nombre, et le nombre augmente de plus en plus. Parce que ces villes prennent de l'influence, parce qu'on sait qu'on peut y satisfaire ses besoins. C'est là qu'on concentre un certain nombre de pouvoirs. Certaines villes vont même tellement grossir qu'elles vont se toucher les unes les autres, et couvrir une région vaste sans qu'on ait l'impression de sortir d'une ville. Ça, c'est ce qu'on appellera une mégalopole, ou une mégalopolis en anglais. Alors, dans le monde actuellement, on considère qu'il y a 3 grandes mégalopoles. La première, elle se situe au Japon. Elle couvre toute une partie du littoral oriental. Elle commence à Tokyo et elle se termine dans le sud du pays, dans les îles. Et elle regroupe pratiquement 80% de toute la population japonaise sur à peine 6% du territoire. Donc ça, c'est une vraie mégalopole. On n'a pas l'impression de sortir de la ville. La deuxième grande mégalopole, elle est en Europe. Elle commence à Londres et elle se termine dans le nord de l'Italie. Elle contourne la France, même si parfois on peut dire que Strasbourg en fait un peu partie. Et c'est vrai que quand vous voyagez dans ces régions-là, notamment dans la zone de la Ruhr en Allemagne, on n'a pas l'impression de sortir d'une ville. Alors ça donne un paysage où les zones de campagne sont mélangées un petit peu à la ville. Ça peut être un petit peu perturbant. La troisième grande mégalopole est aux États-Unis. Elle est sur la façade atlantique, donc la façade orientale, et elle commence à Boston pour se terminer à Washington. Là encore, plusieurs dizaines de millions d'habitants qui sont réunis. Mais d'autres mégalopoles sont en train d'apparaître. Elles sont pour l'instant un petit peu plus petites, mais elles se développent de plus en plus et bientôt elles rejoindront les autres grandes. Encore une fois, c'est ce qu'on a vu avec les foyers de peuplement. Elles ont juste commencé plus tard, donc il faut leur laisser le temps de les rejoindre. On peut en trouver par exemple 3 en Chine, on va en trouver une sur la façade pacifique des États-Unis, autour de San Diego et de San Francisco, ce qu'on appelle San avec Los Angeles en plein milieu. On en a une, là vous pouvez voir l'image, qui correspond à Rio de Janeiro et Sao Paulo, au Brésil, c'est-à-dire ça correspond quand même souvent à nos grands foyers de peuplement. Nos hommes, donc on voit, les zones d'occupation humaine peuvent grandir de plus en plus. Par contre, ils ont un gros souci, c'est que l'environnement, il n'est pas forcément toujours propice. Vous vous souvenez de ce mot, on l'a vu, c'est-à-dire idéal, bon. On va aller petit à petit vers des espaces qui le seront de moins en moins, et il faut bien pouvoir trouver des solutions. Pour ce faire, on va faire soit une adaptation, donc l'être humain va pouvoir décider de changer sa façon de vivre pour s'adapter à son environnement, par exemple de décider de ne pas vivre dans les montagnes parce que c'est trop compliqué de s'y installer. C'est le cas qu'avaient fait les Japonais. Si vous allez un jour au Japon, vous verrez que toute la population est sur les pourtours littoraux,
Pas dans les montagnes, il y a des petits villages dans les montagnes ou des zones thermales, et on considère que ces montagnes, c'est l'espace des kami, des esprits, des dieux. Et on y va toujours avec du respect, vous aurez beaucoup de temples sur cet espace-là, et on explique encore de nos jours pourquoi on n'y va pas alors qu'on a besoin d'espace, parce que c'est l'espace des dieux, on reste croyant dans cette zone-là. On peut aussi avoir un certain nombre d'aménagements. L'homme transforme d'une manière ou d'une autre pour pouvoir s'installer un espace. Ça peut être soit une infrastructure, donc quelque chose qui est construit, soit tout simplement un petit changement dans l'espace. Ça va être, par exemple, si vous habitez sur les bords de Loire, comme c'est un fleuve qui est rentré en inondation très fréquemment, on a construit des digues, donc des remblais de terre de chaque côté, pour éviter que finalement il y ait des inondations. Sur ces remblais de terre, on a été pratique. Donc on avait une infrastructure, on a construit quelque chose pour se simplifier la vie. Pour se déplacer, toutes les voies de communication, donc toutes les routes, sont construites sur la digue et sous vos yeux généralement, vous avez les champs, vous avez les villages, puisqu'on a utilisé au maximum tout l'espace disponible. Donc on voit que l'homme soit va s'adapter, soit va transformer, aménager, mais toujours pour pouvoir finalement y vivre dans les meilleures conditions possibles. Alors je ne dis pas que c'est forcément parfait. Par exemple, si vous allez au Caire, en Égypte, maintenant on est obligé de construire dans le désert. Donc 3 des côtés des grandes pyramides d'Égypte sont occupées maintenant par des maisons construites dans le sable. Donc c'est pas forcément très très stable, mais parfois on n'a pas le choix. Et l'homme s'adapte de cette manière-là aussi pour pouvoir vivre dans les meilleures conditions possibles. À partir de là, on va pouvoir nous intéresser maintenant à la démographie humaine. C'est ce qu'on verra dans les prochaines leçons. Je vous souhaite une bonne journée et à très bientôt. Au revoir.